11 000 environ hier au parc des expositions de Villepinte pour le premier meeting d'Éric Zemmour, un public chauffé à blanc par un discours de combat, un mot répété une dizaine de fois par le candidat et dans la salle des violences contre des militants antiracistes et des journalistes. Je suis par terre, je sens des coups de partout. Bizarrement, je sens pas la douleur, ça doit être l'adrénaline, je sais pas. L'ambiance est ensuite devenue électrique lorsque 12 militants de SOS Racisme se sont levés sur leurs chaises en exhibant des t-shirts où l'on pouvait lire « Non au racisme ». L'histoire retiendra qu'elle et ils ont fait un acte de résistance courageux. Merci à elles et eux qui ont été ce jour-là des petites bougies qui s'allumaient dans la tombée de la nuit. Au moment où il y a l'action dans le meeting d'Éric Zemmour par les militants de SOS Racisme, on est dans un contexte très particulier. D'abord, on est dans le meeting qui va lancer la campagne d'Éric Zemmour officiellement. C'est sa grande déclaration de candidature dans un contexte où depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, on est face à un personnage qui développe une thématique totalement raciste, y compris d'ailleurs qui va jusqu'à l'antisémitisme et au négationnisme avec des propos extrêmement tendres vis-à-vis de Pétain, et qui finalement se trouve dans une situation dans laquelle il y a très peu de résistance face à lui. Lorsque Éric Zemmour tient ces propos-là sur des plateaux de télévision ou lors de ses meetings, de ses différentes interventions, l'énonciation du propos est brève. Or, pour le démonter, nous avons besoin d'un temps long, puisque l'histoire de la Shoah en France est une histoire particulièrement complexe. On s'aperçoit aussi des dégâts, bien sûr, politiques que ces propos peuvent faire, avec une intention derrière, la volonté de réhabiliter le régime de Vichy, qui a été parfaitement démonté par Laurent Joly dans son petit livre sur la falsification de l'histoire. Le 5 décembre au matin, je me lève pour rejoindre le local comme avant toute action militante. On s'y retrouve avec les potes pour se préparer. Ce matin-là, un peu plus de tension que pour les manifestations. On sait qu'on va faire une infiltration en fait. Donc ça change des modes qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser. En plus, c'est un matin où tout se joue au coup de poker. On ne sait pas si ça va marcher. Cette action, c'est littéralement un coup de poker parce qu'il y a plein de dimensions qui nous échappent, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça commence avec tout simplement le manquement d'un membre de l'équipe. On doit être 12 pour faire cette action, il y a 12 t-shirts, il y a 12 lettres et s'il manque une personne, la phrase elle est incomplète. Et le matin, il nous manque quelqu'un. Du coup, premier problème à régler. On ne sait pas comment on va faire, donc on décide, pendant un long moment, on réfléchit, on se pose des questions, on est un peu désorganisé, on court dans tous les sens. On peut sentir que vraiment il y a une ambiance d'angoisse dans le local, mais en fait on est déterminé. Moi j'étais stupéfait de voir Éric Zemmour grimper, être candidat au présidentiel, alors que moi je le connaissais juste comme un mauvais chroniqueur qui critiquait les artistes rap comme Booba, comme Youssoupha, comme Medine. Je ne le voyais pas comme un candidat présidentiel. Moi, j'ai vu tout l'engouement qui s'est levé autour de Zemmour et j'étais inquiet. Il y a tout qui nous montre dans les sondages que il est présidentiable et il a des chances d'avoir des bons scores. Il a des chances d'avoir des bons scores. Et du coup, nous, on sait quel est le fond de cette personne. On a vu tous les discours racistes qu'il a apportés quand il était dans les heures de grande écoute sur CNews. On l'a même attaqué en justice à ce propos. Et ça nous faisait vraiment mal finalement de voir que toutes les portes lui étaient ouvertes, que tous les feux étaient ouverts pour lui justement, pour pouvoir justement prétendre à la plus haute fonction de la République. En fait, on s'est rendu à ce meeting aussi, on avait tous et toutes des raisons qui étaient différentes, parce que certains étaient potentiellement affectés personnellement parce que pouvait dire Éric Zemmour. Moi, par exemple, je suis arrière-petit-fils de déportés, donc entendre dire que Pétain
à sauver des juifs français, c'est quelque chose qui m'est profondément insupportable. On a brainstorm, on a réfléchi, on s'est partagé des idées. Et du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire une aide du déshonneur pour accueillir ces militants, pourquoi pas faire des pancartes, pourquoi pas plein d'idées. Et finalement, il y a une idée qu'on a retenue, c'est porter des t-shirts et se lever dans son meeting pour dire non au racisme. On était quand même très motivés, conscients que c'était une action qui risquait d'être un petit peu dangereuse, notamment avec la sécurité, le service d'ordre du meeting. Il faut savoir que dans les jours précédents ce meeting, qui était le lancement de sa campagne, Éric Zemmour a été sondé à près de 18%. Et on se sentait bien parmi les militantes et les militants, et notamment les plus jeunes, qu'il y avait une révolte qui montait face à ce qui était présenté comme le phénomène Zemmour, alors qu'on était un certain nombre à bien percevoir que c'était en réalité une bulle médiatique. Donc c'est des discours qui sont particulièrement violents, qui font naître même des inquiétudes réelles, et ça a des conséquences après sur la manière dont on se construit aussi en tant qu'individu, comment on va développer une identité aussi, et comment on peut se sentir français parfois ou non. On se met en route en disant bon, on verra comment ça va se passer. Quand on est dans le RER, on sent déjà qu'il y a une hostilité, plus on se rapproche du coup de la destination finale qui est Villepinte et par des expositions. Donc on commence de plus en plus à être mal à l'aise, et en plus il y a la peur aussi de pouvoir être repéré aussi par des militants ou même par des gens qui font partie de l'organisation qui se rendent sur les lieux. On se rejoint à Aulnay-sous-Bois, on va faire l'action qu'on avait dit qu'on allait faire. Et du coup on descend dans la gare et tout, on se dit qu'on se met en place en fait en disant toi tu portes la lettre N, toi la lettre O, toi la lettre N, etc. Et au final on trouve 12 personnes pour former la phrase non au racisme. On était par deux en fait pour rentrer dans le meeting, parce que concrètement dans les 12 on était tous typés. Donc il fallait qu'on arrive à se fondre dans la masse. On était entourés de racistes, quoi, en fait. Clairement, on était entourés de pro-Zemmour. Certains ont plus de difficultés que d'autres à passer. Moi, je les vois, tout se passe bien plutôt pour mon groupe, mais je vois que certains camarades sont bloqués, par exemple. Je me demande si je les retrouverai à l'intérieur. Directement dans la file d'attente, on est confronté au racisme, à des insultes. Moi, je me rappelle, je pourrais pas oublier, quelqu'un à côté de moi qui dit que s'il croise BHL, il va lui refaire une Shoah. Je me rappelle dans la foule, il y a une dame qui s'est retournée vers Sacha, donc noire de peau, et qui lui a dit qu'elle était surprise de voir un noir adhérer aux propos d'Éric Zemmour. Certains individus nous interpellaient sur le parvis en disant mais si vous voulez être un peu crédible, achetez-nous l'Action française, faites semblant de lire un petit peu nos ouvrages, etc. Et l'Action française, qui est un groupuscule royaliste d'extrême droite, bien antisémite. Nous, notre groupe, avec Kira et Shala, on se fait arrêter plus de 3-4 fois. D'abord, c'est des gens qui nous voient au loin, qui vont spécialement nous voir nous, nous dire « Attendez, vous êtes sûr que vous venez à l'événement ?» Ok, une première fois, pas de souci. Deuxième fois, ils nous redemandent notre ticket. La troisième fois, en fait, on comprend que c'est parce que on dénote de la plupart des autres militants. En fait, on est des Noirs et des Arabes. Finalement, on arrive à rentrer dans le meeting. Et là, c'est un peu le choc, franchement. La salle est immense. On savait qu'il y allait avoir plus de 10 000 personnes. Mais un chiffre dans une tête et un chiffre dans une salle, c'est pas la même chose. Et du coup, quand on arrive, on est en hauteur, en haut des escalators. Et là, il y a une grande vision sur toute la salle. Et je me dis, waouh. Donc on y va, on s'installe, on trouve des places. Donc on se met à côté des caméras. Donc il y avait une ligne, une rangée de caméras, une estrade en fait qui était installée pour que du coup la presse puisse s'installer et bien capturer le meeting, etc. Donc un point stratégique qui était un petit peu reculé par rapport à la scène, donc qui laissait vraiment un espace entre les chaises et la scène. Et donc nous, on a décidé de se mettre à côté de cette rangée de journalistes, dans le sens où on savait que c'est sûrement ce qui pouvait nous protéger si en tout cas les choses dérapaient. Je rejoins la ligne
et que je vais pour m'asseoir, que je trouve une place pour nous, je me rends compte qu'on est quand même pas mal repérable puisqu'il y a très peu dans la foule des 15 000 personnes de groupes composés d'autant d'origines ethniques identifiables. Moi, j'étais vraiment abasourdi de voir que, en fait, il y avait autant de monde qui pouvait venir soutenir, au-delà même de soutenir les idées d'Éric Zemmour, qu'il y ait autant de monde en fait dans ce hall-là et de personnes qui seraient présentes. Donc ça a été un petit peu le début de l'action, je dirais, et aussi le début des ennuis quelque part. Les minutes, elles deviennent trop longues. Mais vraiment. Elles deviennent longues parce qu'on n'entend que des choses choquantes. En fait, l'ambiance, elle devient vite insoutenable. On n'en peut plus. On arrête petit à petit de se parler. Il n'y a plus personne qui se parle entre nous. Parce qu'en fait, on n'y arrive plus. Et qu'on a une seule envie, c'est de quitter ce lieu maudit. Et c'est angoissant. C'est étouffant. Et on se dit, mais... waouh, en fait, il y a beaucoup de travail. C'était très long, déjà, de devoir parler à ces personnes, faire semblant d'être un militant d'extrême droite, et ensuite écouter toutes les personnes qui passaient avant Éric Zemmour. Vraiment, ça prenait beaucoup de temps, et c'était difficile d'entendre ce qui se disait, des propos racistes, homophobes, sexistes, qu'on devait se bouffer, mais on devait tenir bon, parce que de toute façon, si on vient jusque-là et on ne fait pas l'action, vraiment, on aura passé une sale journée pour rien. On découvre un environnement qu'on ne connaît pas, alors même que c'est notre sujet de travail, de militantisme quotidien. La foule en furie. Chaque phrase qu'il dit, tout le monde se lève, tout le monde saute, tout le monde crie, tout le monde applaudit, tout le monde... Les gens, ils sont en folie. Les gens, ils adorent. Même, franchement, je ne savais même pas qu'on pouvait autant soutenir, autant adorer quelqu'un. On aurait dit, en fait, une ambiance d'une secte. Zemmour, c'est une affaire d'amour qui doit venir toucher chaque Français dans son cœur, dans sa solitude. Il doit être roi de France. Et devant nous, il y avait des adolescents. Et c'était super triste. Ils étaient heureux d'être au meeting d'Éric Zemmour. Nous, on a commencé vraiment à s'interroger sur, en fait, pourquoi on était là, quoi. Il y avait quelque chose d'assez irréel. Et pourtant, on a essayé au début, on jouait un peu le jeu, on chantait la Marseillaise, on applaudissait, on agitait nos drapeaux. On a essayé de faire un peu semblant, mais ça a duré vraiment 15-20 minutes maximum, parce que au bout d'un moment, ça devient extrêmement pesant, parce que nous, on joue, mais les gens autour, ils jouent pas du tout, ils font pas semblant le moins du monde, ils sont là extrêmement investis dans les discours racistes. Leur approche, en fait, de la venue d'Éric Zemmour, ça commence pas mal à chahuter. Il y a des journalistes de quotidien qui sont pris à partie directement, parce qu'il y a des personnes dans la salle qui se mettent à crier « quotidien dehors »,« extrême gauche dehors ». Et donc, on voit déjà un groupe de personnes habillées tout de noir, avec des cache-cous, des cagoules, des fois des brassards un peu fluo. Et on comprend que c'est un service d'ordre officieux. Et on s'était dit qu'on allait se lever au moment où il vient, pour capter l'attention des caméras. Seulement, au moment où on veut faire l'action, il y a une personne qui se jette sur Éric Zemmour. Et là, il y a tout un tas de ces personnes du service d'ordre officieux qui se précipitent sur lui, qui le saisissent par la gorge et qui l'emmènent. Il y avait une quarantaine de personnes qui passaient. Pour le coup, c'était impressionnant. Et en fait, on se disait, juste après lui, là, c'est nous qui allons passer. Et en fait, on va passer un sale quart d'heure. C'est moi, je devais donner le go de l'action. Donc je regarde un peu à ma gauche, je regarde un peu à ma droite. Et en fait, je ne savais pas quoi le donner parce que tout le temps, les gens criaient pour le soutenir. Et en fait, je voulais qu'on le fasse au moment où il ne parle pas, en fait. Enfin, au moment où il y a une accalmie dans la salle. Mais en fait, il n'y a pas de bon moment. Je me rends compte qu'il n'y a pas de bon moment. Du coup, je dis, on va y aller. Et là, j'enlève mon t-shirt, je dis, go. Il y a un moment où Grégory lance le signal, il est au tout début des lettres, moi je suis tout à la fin, donc il y a un petit décalage entre le moment où on commence à se lever. Et en fait, moi c'est simple, quand je me lève sur ma chaise, que j'enlève mon pull, j'ai juste le temps de crier « Non, oh racisme ! Non, oh !» Terminé. Terminé, ça commence par Steve qui est à ma gauche, qui est du côté de la sortie et qui est noir, hein, il le regardait depuis le début, clairement il se demandait ce qu'il faisait là. Il n'a même pas le temps de monter sur la chaise, qui se fait direct lyncher. On se fait tout de suite renverser par une mer de bras humains déchaînés en colère et
est terrifiant finalement. Donc moi je tombe très rapidement au sol, ce qui me sauve un petit peu puisque bon, je me fais éclater, je sais pas, d'une certaine façon. Mes lunettes tombent au sol, je me jette au sol pour les rattraper et finalement comme j'ai du sang qui me coule sur le visage, je ne suis plus vraiment frappée par les autres agresseurs qui sont, je pense, un peu surpris par la scène. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. On se fait taper, on se mange des coups, etc. Moi, je sais que j'essaie de me protéger comme je peux, d'aller vers les personnes que j'arrive à voir, etc. Il y a un moment où je me fais entraîner par terre. Je me fais rouer de coups de poing, d'insultes, négro, crachats, etc. Coups de pied dans la tête, etc. J'ai même pris des coups de matraque sur les avant-bras parce que j'essaie de me protéger le visage comme je pouvais. Mais à un moment, je lâche d'épuisement et je me fais traîner, rouer de coups par terre. Il y avait des vigiles, mais honnêtement, 10 000 personnes pour 3 vigiles, voilà. Bah, je vois plus rien. Je suis dans un noir, un trou noir où je sais pas où est le sol, où est le plafond. Ma gauche de ma droite, je suis écrabouillée, je me prends des patates, des coups dans tous les sens. Mais je suis enfermée dans une sorte de boule dans laquelle, en fait, une boule de violence où tu sais pas d'où ça vient, mais ça vient très, 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 très fort. Eh bien, il y a eu un effet de révélation. C'est qu'en fait, il n'était pas possible de dire dans le meeting d'Éric Zemmour quelque chose d'aussi simple que non au racisme, puisque le fait de l'avoir dit a entraîné des coups, des agressions contre nos militants, comme toute la France a pu le constater. Je regarde les camarades autour de moi, ils sont beaucoup au sol, certains qui essayent de protéger d'autres avec leur corps, d'autres qui sont traînés en dehors de la foule. Et c'est un peu un moment chaotique. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une scène aussi violente dans ma vie. Je vois Chana au sol, la tête contre le sol, avec un homme qui est au-dessus d'elle et qui lui met des coups de pied dans le visage, il l'écrabouille. C'est-à-dire il a son pied au-dessus de sa tête et il tape avec son pied. Et moi, quand je vois ça, j'ai même pas la possibilité de l'aider en fait, parce qu'elle est à l'autre côté, que je peux traverser nulle part, que moi-même je suis en train de me faire défoncer. Et je me retrouve encore dans le noir et je me dis, mais on va tous mourir ici en fait. Donc, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai reçu une chaise sur ma tête. Et j'ai regardé à droite à gauche, j'ai vu que j'ai vu plus personne. Et je me suis dit, en fait c'est la fin, je vais mourir. Il y a 10 000 personnes qui sont autour de moi, qui sont acharnées, comme si, je sais pas, comme si c'était la guerre. Je pousse une des personnes qui se met sur Sacha et j'essaie de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse partir et se libérer des coups. Et en fait, je me tiens face à eux et à un moment, je me prends une droite. Ensuite, un chassé, je tombe par terre et franchement, là, après, c'est le flou total. En fait, c'est juste ma tête qui voit des étoiles. Et après, en fait, il y a un homme qui m'attrape par le col. Il me sort de la foule, il m'attrape par le col et prêt à m'en remettre une. Et en fait, il y a un moment donné où je lui parle et je lui dis on n'a rien fait. On a juste mis des t-shirts. On n'a rien fait. Et en fait, il y a comme une sorte de déclic dans sa tête. Et je vois, il me regarde et il se dit... C'est un adulte, hein, c'est un père. Enfin, je sais pas s'il est père, mais il est âgé. Et moi, je suis jeune. Il n'y a pas de raison que tu me tapes comme ça. Et je pense qu'il y a un moment donné où ça a tic dans sa tête. Et en fait, il me sort de là. Il m'empêche de me rhabiller, je veux me cacher, je veux cacher mon t-shirt parce que je reste une cible en fait. Et il m'empêche, il me bloque et il me dit quand on fait quelque chose, on l'assume jusqu'au bout. Donc il me sort de là, mais il n'est pas contre le fait que je me reprenne deux, trois tartes sur la route. La seule chose que je pensais, c'était une phrase qui m'avait été dite le matin même par un des membres du service d'ordre qui nous a briefé, qui m'avait dit le matin même vous allez voir ce que c'est la vraie violence. Et à chaque fois que je sentais mon cerveau taper contre ma boîte crânienne, j'avais cette phrase qui résonnait, je me disais purée, il avait vraiment raison. Nous, en tant que militantes et militants antiracistes, on comprend parfaitement qu'au bout des paroles haineuses, il y a toujours des actes criminels, que la haine ne peut que engendrer des passages à l'acte. On se fait exfiltrer et en fait, en même temps qu'on sort, on se fait insulter, salope, retournez chez vous. Enfin, c'est terrible à entendre. Et puis, on les voit qui nous courent après, en fait. On les voit qui nous poursuivent. Donc nous, on essaye de s'échapper en disant... J'avais pas anticipé un tel déferlement de haine, un tel déferlement de violence.
d'être poursuivis par presque une marée humaine, parce que nous on est 12, une 18 personnes au total, même si là on se voit pas les uns les autres, on est 18. Et là ils sont presque, je sais pas, 100, 150, en tout cas c'est l'impression que ça donne à nous poursuivre justement jusqu'à la sortie. Il y a un journaliste qui me ressaisit, qui dit aux autres de partir, arrêtez de le frapper, il me protège en quelque sorte. Et du coup, je me relève sur l'estrade, je regarde autour de moi et c'est le chaos. Nous sommes confrontés, et ce à quoi nous étions confrontés ce jour-là, eh bien, c'était la rage raciste de toute une partie du public présent à ce meeting, et plus particulièrement de ce service d'ordre officieux composé de néo-nazis, dont l'un d'entre eux avait d'ailleurs la devise des SS tatouée sur sa jambe. Il y a quelqu'un qui me saisit par le bras, et à un moment, je vois que cette personne, elle me fait dévier. C'est bizarre, on n'emprunte pas la même route que Cilia et les autres. Et en fait, quand je le regarde, c'est quelqu'un avec une cagoule et habillé tout en noir. Et il me dit, toi, on va te mettre bien. Et tu vois, à ce moment-là, je le pousse de toutes mes forces. Je fonce vers Cilia, je l'attrape par le bras. Et je lui dis, faut vraiment pas qu'on se sépare, parce qu'en fait, là, il n'y a que des visages ennemis, en fait. Ensuite, c'est essayer de retrouver les camarades, ceux qui ne sont pas à côté de nous. Je trouve Romain en sang, Kira, je ne sais pas où elle est, un autre des camarades aussi en sang, un autre qu'on voit au loin se faire traîner par probablement ce qu'on identifie comme étant la police. Donc c'est assez compliqué ce moment-là où on ne sait pas où est tout le monde, où on ne sait pas si tout le monde est en sécurité et respire correctement. La police, elle arrive, elle nous dit bon, vous allez venir avec nous. Et là, on les suit. Ça part en contrôle d'identité. Ils nous ramènent avec 3 autres personnes. Du coup, il y avait Sacha, Steve et Kira. Donc, il y avait Redouane, Sacha, Steve, Kira et moi. Et là, ça part en contrôle d'identité. Les policiers, assez virulents avec nous aussi. Hein. Taisez-vous, parlez pas, moi contre le mur. Je t'ai dit de pas parler. Un contrôle dans les règles de l'art. Bah en fait, je me retrouve contre le mur, qu'on me demande de fermer ma gueule, qu'on m'écarte les jambes, qu'on commence à me fouiller, et que je vois une dame au loin qui commence à me pointer du doigt en disant qu'on l'a frappée, qu'on l'a violentée, et que du coup le commissaire de police commence à dire que bah, du coup il faut qu'on soit tous menottés pour être placés en garde à vue. Je commence à paniquer, à me dire qu'en fait, bah, j'espère que là, il y a des preuves, qu'en tout cas il y a quelque chose qui a pu être filmé, etc., pour qu'on prouve déjà, premièrement, bah, qu'on n'a pas commis de violence. Donc au-delà de ça, on ne peut rien nous reprocher. Parce que en fait, là concrètement, on passe de victime à en fait accusé, donc on est placé en garde à vue. On vous embarque. On dit quoi? Dit quoi? Nous on est venu dire non au racisme, et là on va finir en garde à vue. Il y a un problème. On vient de se faire tabasser, et c'est nous qui finissons en garde à vue. Je rêve. Le soir du 5 décembre, je suivais l'action sur les réseaux sociaux, donc je voyais bien les militants de SOS Racisme qui menaient leur action et je voyais comment ça se passait. On était une petite équipe d'avocats et on s'échangeait les vidéos et on disait oh là, il y a quand même eu des coups, des violences, il y a eu des choses. Et en fait, donc ça n'avait pas été très surprenant quand on a reçu quelques heures après un appel pour nous demander d'aller assister des militants qui étaient placés en garde à vue. En fait, on s'est demandé pourquoi ils étaient placés en garde à vue parce qu'on avait vu des images de militants de SOS Racisme qui avaient été victimes de violences. En fait, c'est ça qui ressortait des vidéos qu'on avait vues sur les réseaux. Et donc, on s'est demandé pourquoi on était appelés. On se disait peut-être qu'il y a eu une confusion et il y a qu'un seul ou 2 militants qui est en garde à vue. Et en fait, on a compris qu'ils étaient beaucoup plus. Et donc, on était 3 avocats mobilisés. Il y a un certain nombre de nos camarades qu'on ne revoit pas, qu'on ne sait pas où ils sont. Donc, on les attend, on s'inquiète. On retourne à l'intérieur du meeting où on vient de se faire casser la figure. Aussi parce que pour nous, les mots ont un sens et c'est tout le sens en fait de touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, c'est pas comme veulent le faire dire certains, un slogan paternaliste qui voudrait que le blanc se pose en étendard et en protecteur du noir ou de l'arabe qui serait inférieur. Non, touche pas à mon pote, c'est le juif qui s'oppose au racisme, qui va toucher son frère noir, c'est le noir qui s'oppose au racisme, qui va toucher son frère maghrébin, etc. etc. En fait, c'est comment chacun d'entre nous aussi, on est en capacité de se dresser pour la personne à côté. On est séparés dans des camions différents. Moi, je me retrouve dans un premier camion, tout seul, avec
6 policiers. Et dans le trafic, moi, je me retrouve au milieu de 2 policiers qui, en gros, me font comprendre qu'ils vont finir le travail. En gros, qui me disent que bah là, en fait, t'as voulu jouer, t'as voulu foutre la merde, etc. Bah là, en gros, on va s'occuper de toi. Et donc, j'ai vraiment un gros moment de panique. Et en fait, je me dis, avec la pression qui redescend, je sens que j'ai mal à la côte. Donc, en fait, il s'avère que j'avais la côte fêlée et l'épaule luxée. Je commence vraiment à sentir que j'ai le visage tuméfié un petit peu, etc. Et je commence vraiment à ressentir de la douleur. Et là, je me dis, frérot, t'es déjà très mal en point. Et avec ce qu'ils sont en train de me dire, en gros, clairement, qu'il faut comprendre qu'ils vont me finir, en gros, qu'ils vont me terminer. Je me dis, là, ce qui va se passer pour toi, en fait, c'est que tu vas te faire tabasser en règle, qu'ils vont finir le taf, en fait, qu'ils vont finir le boulot. On réalise qu'ils sont partis en garde à vue. Et nous, ça nous choque parce qu'en fait, on se dit, on s'est fait casser la gueule et ils sont en garde à vue. Donc, on reste toute la nuit, en tout cas, à échanger avec les avocates, les avocats, Dominique, les gens qui essayent de faire le tour des commissariats pour savoir où ils sont. Et en fait, on est tranquille qu'à partir du moment où on sait que tout le monde est en sécurité. En fait, vraiment, le soulagement, c'est quand le jour d'après, on voit Sacha, Kira, Greg sortir du commissariat et qu'en fait, on se dit, waouh, on l'a fait et ça va. On a des bleus, on va très mal, personne n'est mort, on est en sécurité. Donc en fait, ce qui s'est passé ensuite, une fois que les gardes à vue ont été levés pour les militants, on les a encouragés à porter plainte. Bon, évidemment, ils voulaient le faire de toute façon, mais on les a accompagnés dans leur dépôt de plainte. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a pu donner aux enquêteurs des éléments. C'est-à-dire qu'on a essayé de collecter toutes les vidéos qui avaient circulé sur les réseaux sociaux pour que ce soit des éléments de preuve pour une enquête. Il y a quelque chose de la violence. En fait, ce que je me dis, c'est qu'on a subi plusieurs types de violences à ce moment-là. Il y avait tout d'abord la violence physique, bien évidemment, celle qui s'est déchaînée sur nous de façon assez brutale. Certains ont eu des côtes fêlées, des épaules luxées, des lèvres ouvertes, des traumatismes crâniens, des points de suture, etc. Donc une violence physique, bien évidemment, qui est dure à encaisser et à accepter. Mais aussi une violence qui est plus institutionnelle, je dirais, et qui a été le manque de considération qu'on a eu après de la part de tout un tas de responsables politiques, mais aussi des unités médico-judiciaires, par exemple. Je suis tombée sur un médecin. C'était le coup de massue. C'était trop pour moi. En fait, au lieu de m'examiner, il m'a fait des reproches. Pourquoi vous étiez dans la salle d'Éric Zemmour si vous n'êtes pas partisane? Pourquoi vous y êtes allé? Pourquoi vous vous plaignez que des gens vous frappent alors que vous allez dans un meeting où vous êtes contre leurs idées? Mais c'est pas normal. On est en France. Les gens, ils doivent être neutres, surtout dans ce corps de métier. Mais vous l'avez bien cherché, vous provoquez. Vous venez dans un meeting d'Éric Zemmour, vous savez très bien ce que vous faites ici. Et en fait, là, vous leur donnez raison. Vous faites des problèmes. Et en fait, ça, c'est les personnes qui font régner l'ordre en France qui viennent nous dire que dire non au racisme, c'était un problème. Il y a un problème, je pense. Il y a un problème, effectivement. Ce qui s'est passé le 5 décembre, c'est qu'il y a eu des jeunes militants qui courageusement sont allés dans ce meeting et non seulement ont fait l'honneur et ont fait la fierté de l'association SOS Racisme, mais je pense ont été ce soir-là l'honneur de la République. Ma première réaction, c'est de me dire waouh, et surtout enfin, enfin quelqu'un se lève et dit non. Souvent, on me demande si c'est à refaire, est-ce que je le referais? Franchement, sans aucune hésitation, je sais que je le referais, j'en suis persuadée. Je regrette pas. Entre autres parce qu'on est tous sortis indemnes, quand bien même on en est ressortis tous avec des traumas, autant physiques que psychologiques. Si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais. Parce que au-delà des convictions, je pense que ça a clairement permis aussi de pouvoir de juste ruiner la présidentielle et la campagne d'Éric Zemmour. Parce que ce qu'on a montré aussi ce soir-là, c'est le visage de notre France, c'est ce qu'est la France pour nous, et c'est ce qu'on a envie d'incarner. Donc c'était vraiment fondamental.
Et puis on se dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent plus radicales que nous, qui nous reprochent parfois notre tiédeur ou notre manque d'investissement ou que sais-je encore, mais que la vérité c'est que ce soir-là, quand il a fallu se dresser très concrètement contre l'extrême droite, on était seuls. Et il n'y avait que nous dans la salle, dans le meeting d'Éric Zemmour, on était les seuls à se dresser contre Éric Zemmour. Et contre l'extrême droite par ailleurs. Et moi, quelque part, je suis fier d'avoir contribué à ça. Je suis fier d'avoir pu dire non au racisme et d'avoir fait, de m'être levé finalement devant l'extrême droite, devant ces gens, pour leur rappeler que c'est eux qui ne sont pas à leur place, que c'est eux qui n'ont pas leur place, qu'il n'y a pas la place pour ces discours dans notre pays. Et que quoi qu'il arrive, toujours, on se battra, on se lèvera toujours à SOS Racisme, avec les jeunes de notre association, avec les gens qui font vivre l'antiracisme, pour dire non au racisme et pour faire vivre l'égalité. Je suis fière de faire partie du groupe qui a essayé de montrer à l'ensemble des Français qu'il y avait d'autres espaces d'engagement politique, qu'il y avait une jeunesse qui s'opposait au discours raciste, même si aujourd'hui, je me rends compte que ça pouvait peut-être être un temps tournant à l'époque, qu'il aurait fallu avoir une réponse, si ce n'est juridique, au moins médiatique plus forte, justement, pour que soient condamnés ces actes, pour que soient condamnées ces agressions, cette violence raciste décomplexée. Il n'y a pas eu de réponse institutionnelle à la hauteur. Je rappelle que ce qui s'est passé, c'est que les militants de SOS Racisme ont révélé à la face de la France qu'il n'était plus possible, dans un meeting d'un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire à la magistrature suprême, de dire quelque chose d'aussi simple et d'aussi républicain que non au racisme. On aurait pu s'attendre à ce que les plus hauts personnages de l'État réagissent avec fermeté. Gérard Larcher a réagi avec une légèreté coupable de la part d'un président du Sénat en parlant de provocation. J'ai moi-même demandé personnellement à Emmanuel Macron qu'il intervienne avec solennité pour dénoncer ce qui s'y était passé lors de ce meeting. J'attends toujours sa réponse. Donc il me semble qu'il y a eu une sous-réaction, une forme de faiblesse de la part des institutions, qui n'est pas sans rappeler la faiblesse que je vois ces derniers temps, avec le fait que nous avons une multiplication de ratonnades dans notre pays, sans que ni la Première ministre, ni le Président de la République ne soient, pour l'instant, solennellement intervenus. Or, il me semble que c'est leur rôle, et que ça suffit d'être tétanisé par les provocations de l'extrême droite, en pensant que de toute façon, il ne faut rien dire, ou qu'il ne faut pas parler trop haut, ou qu'il ne faut pas parler trop fermement par rapport à la visée de ce camp politique. C'est au contraire, lorsque l'on se tait, lorsqu'on ne dit plus rien, lorsqu'on n'est plus capable d'aller dire non au racisme, que l'extrême droite, elle progresse.